au pénitencier. 2 jours plus tard, je rentrais à New York. Le magistrat de Baltimore m'avait relâché en m'avertissant fermement de ne jamais remettre les pieds dans sa ville. Une lettre de Sacha m'attendait. Écrite en tout petit caractère, mais lisible. Elle racontait par le menu le déroulement de son procès le lundi précédent. Il avait tenté plusieurs fois d'en faire connaître la date sans jamais obtenir la moindre information. Subitement, le matin du 19 septembre, il avait reçu l'ordre de se tenir prêt. Il avait à peine eu le temps de ramasser les feuillets de son discours. Dans la salle d'audience, il n'avait trouvé que des visages inconnus et hostiles. Sans vraiment y croire, il avait espéré un miracle, scrutant en vain le prétoire pour y apercevoir des amis. Mais nulle part un visage bienveillant. Il avait alors compris qu'ils avaient probablement été tenus, eux aussi, dans l'ignorance du jour du procès. On l'avait inculpé de 6 chefs d'accusation, montés tous à partir du même acte. Dont un pour tentative d'assassinat sur John G. A. Leishman, l'assistant de Frick. Sacha avait déclaré ne rien connaître de cet homme. Son intention avait été de tuer uniquement Frick. Il avait réclamé un jugement sur ce seul chef d'accusation et l'annulation de tous les autres, au motif qu'il s'inscrivait dans le cadre de l'accusation principale. Son objection avait été rejetée. La sélection du jury s'était faite en quelques minutes. La sélection du jury s'était faite en quelques minutes, sans que Sacha pût faire valoir son droit de récusation. Qu'est-ce que cela aurait changé? Les jurés étaient tous pareils, et de toute manière, il serait reconnu coupable. Il avait déclaré à la cour qu'il ne s'abaisserait pas à plaider sa défense. Son unique but était d'expliquer son acte. La traduction, confuse et mauvaise, avait été assurée par un interprète nommé d'office. Sacha, ayant essayé à plusieurs reprises de le corriger, avait découvert avec horreur que l'homme était aveugle. Aussi aveugle que la justice des tribunaux américains. Il avait tenté alors de s'adresser au jury en anglais. Mais le juge, McClung, perdant patience, lui avait coupé la parole, déclarant que le prisonnier s'était déjà suffisamment exprimé. Il avait protesté en pure perte. Le procureur s'était approché du banc des jurés et s'était entretenu avec ces derniers à voix basse. Sacha avait été aussitôt déclaré coupable par des jurés qui n'avaient même pas quitté leur siège. En quelques mots brefs et dénonciateurs, le juge avait prononcé la condamnation à une peine maximale pour chacun des chefs d'accusation, dont 3 ans pour s'être introduit dans un immeuble avec l'intention d'y commettre un acte criminel. Avec le cumul des peines, Sacha avait été condamné à purger 21 ans dans le pénitencier de l'ouest de la Pennsylvanie. À l'issue de cette période, sa peine serait prolongée d'1 année dans la prison du comité d'Allegheny pour port d'armes dissimulées. 22 années de torture et de mort lente. En conclusion de sa lettre, Sacha estimait qu'il avait accompli son devoir et que le moment de la fin était arrivé. Il partirait de la manière qu'il avait décidé, selon sa propre volonté et de sa propre main. Il souhaitait qu'aucune action ne soit entreprise en sa faveur. Cela ne servirait à rien. Il ne consentirait pas à ce que l'on fasse appel à l'ennemi. Nul besoin de l'aider davantage. Toute campagne à mener devait viser à défendre son acte. Je devais y veiller car personne d'autre... Je devais y veiller car personne d'autre, il en était convaincu, ne ressentait et ne comprenait aussi bien que moi ses motifs. Nul autre ne pourrait expliquer la signification de son acte avec la même conviction. Son unique et profond désir était désormais pour moi. Si seulement il pouvait plonger son regard dans mes yeux encore une fois et m'étreindre sur son cœur. Mais comme on lui en déniait le droit, il penserait sans cesse à moi, son ami et camarade. Aucune puissance au monde ne pourrait l'en empêcher. Je sentais que l'esprit de Sacha s'élevait au-dessus des choses terrestres. Telle une étoile scintillante, il illuminait mes sombres pensées et me faisait prendre conscience qu'il existait, au-delà de l'impersonnel ou même de l'amour, un dévouement absolu qui comprenait tout et se donnait entièrement jusqu'au dernier souffle. Sa terrible condamnation suscita chez Most une attaque virulente contre les tribunaux de Pennsylvanie et contre ce juge criminel habilité à condamner un homme à 22 ans de prison pour un acte qui, légalement, n'en encourait que 7. Mon amertume contre Most s'accrut à la lecture de son article dans Die Freiheit. N'avait-il pas contribué à diminuer la portée de l'acte de Sacha? J'étais certaine que si Sacha avait bénéficié d'une protestation radicale et concertée, l'ennemi n'aurait pas osé de lui faire subir ce procès sommaire. Je tins Most bien plus responsable de cette sentence inhumaine que le tribunal de Pennsylvanie.
Sacha ne manquait nullement d'amis, et ceux-ci, dès les premiers instants, démontrèrent leur loyauté. Ainsi, deux groupes se proposèrent d'organiser une campagne en vue d'obtenir une commutation de peine. Le premier, le groupe de l'East Side, se composait de personnes d'horizons sociaux différents, de syndicalistes et d'importants socialistes juifs. Parmi eux, M. Zametkin, un vieux révolutionnaire russe, Louis Miller, un homme énergique et influent dans le ghetto, et Isaac Hurwitz, qui, après son exil en Sibérie, venait d'immigrer en Amérique. Ce dernier fut l'un des plus fervents porte-parole de Sacha. On y comptait aussi Schewitz, qu'il avait dès le départ défendu dans le quotidien allemand Volkszeitung, dont il était le rédacteur en chef. Nos amis Solotarov, Annie Nieter et le jeune Michael Cohn, entre autres, se montrèrent les membres les plus actifs du groupe de l'East Side. L'âme qui animait le groupe d'américains Dyer Dillum était un homme doté d'aptitudes exceptionnelles, poète et auteur d'ouvrages traitant de questions économiques et philosophiques. On y trouvait par ailleurs John Edelman, talentueux architecte et journaliste, William C. Owen, un anglais aux grandes qualités littéraires, et l'anarchiste allemand bien connu, Justus Schwab. C'était on ne pouvait plus encourageant de constater la formidable solidarité qui se manifestait pour plaider la cause de Sacha. Je le tenais au courant des efforts faits en sa faveur, en forçant le trait pour lui remonter le moral. Mais apparemment sans résultat. La condamnation à 22 ans l'enserrait comme un étau. Il est dit... Je faisais quelle voix pour lui déjà, je sais même plus. Ah oui, il est totalement inutile de tenter quelque chose pour moi, écrivait-il. Obtenir une commutation de peine prendrait des années, et je sais que Frick et Carnegie n'y consentiront jamais. Sans leur approbation, la commission des grâces de l'État de Pennsylvanie n'interviendra pas. De plus, je ne survivrai pas longtemps dans ce tombeau vivant. Sa lettre était démoralisante. Mais je tenais bon. Je connaissais sa volonté indomptable et son caractère d'acier. Je m'accrochais obstinément à l'espoir qu'il allait se secouer et ne se laisserait pas écraser. Espoir qui seul me donna le courage de continuer. Je me joignis à toutes les actions qui se mettaient en place pour le soutenir. Nuit après nuit, je participais à des réunions pour y exprimer le sens et le message véhiculé par l'acte de Sacha. Début novembre 1892, il montra les premiers signes d'amélioration de son moral. Il m'écrivait qu'il pourrait jouir du privilège d'une visite. Les prisonniers avaient en effet droit à une visite par mois, mais uniquement d'un parent proche. Est-ce que je pourrais faire en sorte que sa sœur de Russie vienne le voir? Je compris où il voulait en venir, et je lui répondis par retour de courrier pour qu'il obtienne le laissez-passer. À l'approche de l'anniversaire du 11 novembre, je fus invité comme oratrice par des groupes anarchistes à Chicago et à Saint-Louis, et je décidai de profiter du voyage pour aller voir Sacha. J'envisageais de me présenter comme sa sœur, mariée sous le nom de Niederman. J'étais certaine que l'administration pénitentiaire ne savait rien sur sa sœur en Russie. Je me ferais passer pour elle, et jamais on me mettrait en doute mon identité. J'étais à peine connu à l'époque, et d'ailleurs je ressemblais si peu aux photos que la presse avait publiées de moi après l'acte de Sacha, que personne n'aurait pu me reconnaître. Voir à nouveau mon garçon bien-aimé, le serrer contre mon cœur, lui donner espoir et courage, je n'ai vécu pour rien d'autre durant les jours et les semaines qui précédèrent ma visite. Je fis mes préparatifs dans la plus grande fébrilité. Mon voyage prévoyait une première étape à Saint-Louis, suivi de Chicago, et pour finir, Pittsburgh. Quelques jours avant mon départ, je reçus une lettre de Sacha. Elle contenait un laissez-passer visé par l'inspecteur en chef du pénitencier de l'Ouest et établi au nom de Madame E. Niederman, sœur du prisonnier A7, autorisant une visite le 26 novembre. Sacha m'avait chargé d'aviser sa sœur de prévoir un séjour de 2 jours à Pittsburgh, du fait qu'elle devait effectuer un long trajet de Russie pour venir le voir. L'inspecteur avait assuré qu'il aurait droit à une seconde visite. J'étais folle de joie, comptant chaque heure qui me rapprochait de lui. Je tenais au laisser-passer comme à une amulette et ne m'en serais séparé pour rien au monde. J'atteignis Pittsburgh en début de matinée, le jour de Thanksgiving, et fus accueilli par Karl Nold et Max Metzkoff, un camarade qui était fidèlement soutenu par Sacha. Nold et Bauer étaient en liberté provisoire sous caution, dans l'attente de leur jugement pour, entre guillemets, complicité et tentative d'assassinat sur la personne de Frick. Fin de guillemets, pardon. J'entretenais une correspondance avec Karl depuis quelque temps, et je me réjouissais de rencontrer enfin ce jeune camarade qui avait fait preuve d'amabilité à l'égard de Sacha. Il était frêle et de petite stature, et sous sa tignasse noire, percevait un regard intelligent.
Nous nous saluâmes comme de vieux amis. Dans l'après-midi, je partis à Allegheny, en compagnie de Metcalf. Nous étions convenus que Nold s'en tiendrait éloigné. Il arrivait souvent que des inspecteurs de police le suivent et nous craignons que mon identité ne soit découverte avant même que je puisse entrer dans la prison. Quant à Metcalf, il resta à proximité du pénitencier, en attendant mon retour. La bâtisse en pierre grise, ses hauts murs inhospitaliers, les gardiens armés, le silence oppressant du couloir où l'on avait en joie d'attendre, les minutes qui s'éternisaient, tout plombait mon cœur comme dans un cauchemar. J'essayais vainement de me libérer de ce poids. Enfin, une voix cria « Par ici, Madame Niederman !» On me fit traverser une série de portes en fer et passer par un dédale de corridors. Pour déboucher enfin sur une petite pièce, je trouvai Sacha et, à ses côtés, un imposant gardien. Ma première réaction fut de me précipiter vers lui et de le couvrir de baisers, mais la présence du gardien m'arrêta. Sacha s'approcha et m'enlaça. Lorsqu'il se pencha pour m'embrasser, je sentis un petit objet s'introduire dans ma bouche. Cette visite, je l'avais attendue impatiemment et avec anxiété pendant des semaines. 1000 et 1000 fois j'avais tourné dans ma tête tout ce que j'allais lui dire sur mon amour et mon éternel dévouement, sur la lutte que je menais pour sa libération, mais là, je n'étais capable que de serrer sa main et le regarder dans les yeux. Nous commençâmes à converser en russe, notre langue bien-aimée, mais dûmes nous arrêter net devant l'ordre froid du gardien. « Parlez en anglais, pas de langue étrangère ici !» Ses yeux de lynx suivaient nos moindres mouvements, observaient nos lèvres, s'insinuaient même dans nos esprits. Il n'arrivait plus à émettre un son, j'étais comme paralysé. Sacha, lui aussi, restait quoi? Il ne cessa de tripoter la chaîne de la montre, tenant comme un homme qui se noie, se raccroche à un fétu de paille. Nous ne pouvions l'un ni l'autre prononcer un mot, mais nos yeux communiquaient, exprimant nos peurs, nos espoirs, nos désirs. La visite dura 20 minutes. Encore une étreinte, nos lèvres qui se touchent une dernière fois, et puis « C'est l'heure !» Je soufflai à l'oreille de Sacha, il devait tenir bon, résister, et je me retrouverai soudain au seuil de la prison. Le portail de fer se referma avec fracas derrière moi. Je voulais hurler, me jeter de tout mon poids contre la porte, la marteler à coups de poing, mais le portail me fixait dans le blanc des yeux et me narguait. En silence, je longeai la façade de la prison et suivis la rue jusqu'à l'endroit où j'avais laissé Metcalf. Sa présence me ramena à la réalité et me fit prendre conscience de l'objet que Sacha, en m'embrassant, m'avait glissé dans la bouche. Je le sortis et découvris un petit rouleau étroitement embobiné. Nous nous installâmes dans l'arrière-salle d'un bar. Je déroulai plusieurs couches de feuilles jusqu'à trouver un message de Sacha dans sa minuscule écriture si caractéristique, où chaque mot se détachait comme une perle devant mes yeux. Je lus. « Tu dois aller voir l'inspecteur en chef Reed. Il m'a promis un deuxième laissez-passer. Présente-toi demain à sa bijouterie. Je compte sur toi. Je te donnerai un autre message important, et de la même manière. » Le lendemain, je me rendis dans la boutique de Reed. J'avais un miteux dans mon manteau élimier, au milieu des bijoux, de l'or et de l'argent étincelant. Je demandai à voir Monsieur Reed. C'était un homme grand, émacié, aux lèvres minces et au regard dur et perçant. À peine ai-je décliné mon nom qu'il s'exclama. « Oh, voici donc la sœur de Berkman !» Oui, il lui avait effectivement promis un deuxième laissez-passer, bien qu'il ne méritât aucune bienveillance. Berkman était un assassin. Il avait essayé de tuer un bon chrétien. Je me contrôlais par la seule force de ma volonté car la possibilité de revoir Sacha était en jeu. Reed précisa qu'il allait contacter la prison pour savoir à quel moment on me laisserait rentrer. Je devais revenir dans 1 heure. L'angoisse me saisit. J'avais le net pressentiment que Sacha n'aurait plus de visite. Mais je revins comme on me l'avait ordonné. Dès que Reed me vit, son visage vira au rouge. Il se jeta littéralement sur moi en hurlant. « Usurpatrice, vous êtes déjà allé au pénitencier. Vous êtes entré sous un faux nom en vous faisant passer pour sa sœur. Ici, vos mensonges ne marchent pas. Un gardien vous a reconnu. Vous êtes Emma Goldman, la maîtresse de ce criminel. Les visites, c'est terminé. Vous feriez mieux de vous mettre dans la tête que Berkman ne sortira pas vivant. » Il s'était mis derrière le comptoir vitré sur lequel était exposé de l'argenterie. Sous le coup de l'indignation et de la fureur, j'envoyai tout vingt le gadet sur le sol.
assiettes, cafetières et brocs, bijoux et montres. J'ai attrapé un lourd plateau et je m'apprêtais à le lancer sur lui quand un employé me tira en arrière et écumant de rage. En arrière et cria de courir chercher la police. J'entendis Reid, qui était blanc de peur et écumant de rage, l'avertir. Pas de police, pas de scandale, faut qu'elle là dehors, c'est tout. Le vendeur s'avança vers moi, puis s'arrêta. Je criai assassin, lâche. Si vous faites du mal à Berkman, je vous tuerai de mes propres mains. Personne ne bougea. Je sortis et pris un tramway. Je m'assurai de ne pas être suivi avant de rentrer chez Metskov. Dans la soirée, quand il revint du travail avec Nold, je leur racontai ce qui s'était passé. Ils s'alarmèrent. Ils regrettaient que j'ai perdu mon sang-froid car Sacha en subirait les conséquences. À leur avis, je devais quitter Pittsburgh sur le champ. L'inspecteur pourrait mettre des policiers sur mes traces et me faire arrêter. Les autorités de Pennsylvanie essayaient de m'attraper depuis que Sacha avait commis son attentat. J'étais bouleversé à l'idée que mon explosion de colère pouvait avoir des conséquences douloureuses pour Sacha. Mais la menace de l'inspecteur affirmant qu'il ne sortirait pas vivant de la prison m'avait fait exploser. J'étais persuadé que Sacha comprendrait. Il faisait nuit noire alors que je marchais avec Nold vers la gare pour prendre le train de New York. D'énormes flammes jaillissaient des aciéries colorant le rouge sang des collines d'Allegheny et chargeant l'atmosphère de fumée et de suie. Nous cheminâmes le long de hangars où des êtres humains, mi-hommes, mi-bêtes, travaillaient comme des galériens d'un âge lointain, un âge longtemps révolu. Leurs corps nus, vêtus de modestes caleçons, luisaient comme le cuivre sous l'éclat des lingots de fonte chauffée rouge qu'ils arrachaient de la gueule des monstres de feu. Par moments, de vapeur d'eau s'élevait du métal incandescent que les hommes y disparaissaient complètement pour y réapparaître ensuite tels des ombres. Les enfants de l'enfer, dis-je, condamnés à subir le bruit et la chaleur de ce brasier éternel. Sacha avait sacrifié sa vie pour apporter de la joie à ses esclaves qui, pourtant, demeuraient aveugles et restaient dans l'enfer qu'ils avaient forgé eux-mêmes. Leurs âmes sont mortes, insensibles à l'horreur et à l'avilissement de leur vie. Karl me raconta ce qu'il savait du séjour de Sacha à Pittsburgh. Il était vrai que Henry Bauer avait soupçonné Sacha. Il était un partisan fanatique de Most. Il avait mis en garde contre nous et renéga, affirmant que nous avions formé une alliance avec cet espion de Pikehart. Lorsque Sacha était arrivé, au plus fort des troubles de Haunted, Bauer avait donc déjà des a priori sur lui. Il avait confié à Nold qui fouillerait le sac de Sacha pendant son sommeil et que s'il y trouvait quoi que ce soit de compromettant, il le tuerait. Il avait dormi muni d'un pistolet chargé dans la même chambre que Sacha, qui étant le moindre mouvement suspect et prêt à tirer. Quant à Nold, l'attitude ouverte et la franchise de Sacha l'avaient tellement impressionné qu'il n'avait absolument pas pu le suspecter. Tout en donnant raison à Bauer, il s'était efforcé de le convaincre que Most était injuste et se défiait de quiconque ne partageait pas son point de vue. Karl ne croyait plus de manière aussi inconditionnelle que Hans. Il était glacé d'horreur par ce que me relatait Nold. Et si par hasard Sacha avait eu dans son acte de quoi convaincre Bauer que les soupçons étaient injustifiés, l'adorateur aveugle de Most lui avait tiré dessus. Et Most, à quelle bassesse, à quelle méthode abjecte sa haine de Sacha l'avait conduit? Qu'y a-t-il donc dans la passion humaine qui poussait les hommes à de telles extrémités? La mienne, par exemple, m'avait amené à cravacher publication d'ouvrages anarchistes. Quoi? J'ai passé une peu trop, excusez-moi. La mienne, par exemple, qui m'avait amené à cravacher Most, à le haïr, comme il avait depuis toujours haï Sacha, à haïr l'homme que j'avais autrefois aimé, l'homme que j'avais porté au pinacle. Toutes ces questions étaient si douloureusement troublantes, si effrayantes. Elles dépassaient mon entendement. Karl parla de son propre procès, sans en faire grand cas. Il prendrait même volontiers quelques années de prison pour être proche de Sacha, l'aider à supporter sa lourde épreuve. Ce fidèle Karl. Sa confiance en Sacha et sa foi me rapprochèrent de lui, me le rendirent très cher. Le train s'éloignait à vive allure, mais je pouvais encore apercevoir dans le lointain le crachement des flammes strier le ciel noir et illuminer les collines d'Allegheny qui tenait emmuré ce qui m'était le plus précieux, peut-être pour toujours. C'était ensemble que nous avions planifié l'attentat. Mais je l'avais laissé aller seul. J'avais approuvé sa décision de se passer d'avocat. J'avais beau essayer de chasser mon sentiment de culpabilité, il ne me laissait aucun repos jusqu'à ce que je trouve la paix dans le sommeil.